И подошла еще одна информация, которая, очевидно, просто не вошла в наши... Ray Charles did it in that commercial, didn't he? En fait, c'est pas tout à fait simple. 1996, centenaire de la radio. Elle est partout dans le monde. On l'écoute au cœur de l'Afrique et dans la forêt amazonienne, dans les embouteillages parisiens et au cœur des immensités désertiques d'Australie. La radio nous accompagne dans la voiture et pendant le repas, dans la salle de bain et en travaillant. Il n'y a pas si longtemps, c'était en 1896, François Marconi envoyait son premier message en morse d'un bord à l'autre de l'océan. Mais la radiophonie qui nous permet d'entendre la voix et la musique, c'était 10 ans plus tard avec la découverte de Lee de Forest. Sur l'ensemble de la planète, on peut distinguer 3 types de radios. Les radios d'État, les commerciales et les associatives appelées aussi radios communautaires. Le service public est défini par ses missions, les associatives sont mues par une passion et les commerciales sont déterminées par le profit. En fait, mission, passion et profit sont présents dans toutes les catégories. Il faudrait plutôt parler de dosages différents suivant les formats. Les radios ont en commun la même volonté de communiquer et pourtant elles sont toutes différentes. Les radios commerciales sont nombreuses en France, mais elles se sont également implantées avec succès dans les archipels français. Radio 1 s'est créée dès la libération des ondes en France, le 10 mai 1981. Il faut savoir qu'à Tahiti, la culture, à l'époque, culture radiophonique était très réduite. Il y avait quelques allumés comme nous qui savions à peu près ce que ça voulait dire. Mais on était quand même, à l'époque, très imprégnés et impressionnés par cette chape qui était mise en place par la radio d'État. Donc on avait vraiment l'impression de violer un domaine, pour nous jusqu'à présent, inviolable. Et donc pourquoi faire une radio à Tahiti? Tout simplement, comme partout en France, la même motivation, de pouvoir s'exprimer, réaliser un rêve de gosse, et puis voilà, l'aventure a commencé comme ça. Il s'agit bien d'aventure lorsqu'on entreprend de créer une radio. Une fois l'autorisation d'émettre obtenue, le personnel compétent réuni, les locaux adéquats trouvés, le style défini, il ne reste plus qu'à trouver l'argent. Et qu'est-ce qui fait vivre une radio privée commerciale en Polynésie comme ailleurs? La publicité, je dirais, et puis les produits parallèles, comme par exemple le sponsoring d'événements, les concerts, je sais pas, enfin, tous les événements qu'on peut organiser au fil des années. Et puis on a développé également le serveur vocal, qui marche bien, qui est un bon support. Mais je dirais qu'à 95% c'est la publicité. C'est la seule ressource que nous avons de toute manière, même si on crée des produits parallèles, ce sont toujours des produits qui ont un rapport avec la publicité. Restons dans le Pacifique, en pays anglophone cette fois. Melbourne en Australie, un territoire nouveau et si vaste qu'il permet à des radios thématiques de trouver leurs auditoires. Free AW ne diffuse pas de musique. C'est la seule radio d'expression à Melbourne, pour une population de 3 millions d'habitants. Il y a 16 autres radios commerciales, mais une seule radio d'expression, qui signifie des lignes ouvertes pour les auditeurs, des interviews par téléphone et des analyses d'articles de journaux. Notre programme dure 3h30 tous les jours du lundi au vendredi. Nous arrivons avec des idées, des interviews et des faits d'actualité que nous réécrivons et que nous vérifions entièrement. Ça requiert donc beaucoup plus de gens pour travailler ici. Nous avons également un département commercial. Il effectue des ventes directes ou par l'intermédiaire d'agences de publicité d'espaces publicitaires aux magasins et aux entreprises alentours. La radio reste malgré tout le moyen privilégié pour diffuser de la musique. Fox FM, un peu plus au sud de Melbourne, a développé ce créneau à outrance pour fidéliser les jeunes auditeurs.
L'objectif de la radio est de captiver les auditeurs, quel que soit l'endroit où ils se trouvent. Et pour ce faire, la radio propose une programmation musicale très orientée, qui est le pilier de Fox FM. Charmer, plaire, séduire et parfois même racoler, tels sont les objectifs des radios commerciales qui gardent l'œil rivé sur la courbe des sondages. On n'hésite pas alors à faire de gros efforts pour une audience maximale. Une chose que vous ne savez pas à mon sujet et dont je suis très fier, c'est qu'en plus de faire de la programmation musicale ici, je suis l'un des 3 présentateurs anglophones à présenter une émission diffusée en Chine. Elle s'appelle Joy FM, je l'enregistre et elle est diffusée tous les soirs de 21h à 23h en Chine. Sur Pékin et Shanghai, nous avons une audience de 100 millions d'auditeurs. Ça fait beaucoup de gens. Si chacun pouvait m'envoyer $1, $1! De nombreuses radios commerciales utilisent les services de banques de programmes. Elles fabriquent et proposent des programmes entiers dont les radios locales disposent à leur gré. Seul impératif, ces banques de programmes ne donnent bien entendu pas d'identification et peuvent être donc reprises, moyennant finance, par des radios locales qui y adaptent leurs propres émissions. Des banques de programmes se fabriquent ainsi dans l'ombre de véritables empires radiophoniques. Nous avons ici 8 formats musicaux différents qu'on envoie par satellite à des radios dans toute l'Amérique. Nous diffusons 24 heures sur 24, on envoie le signal vers le satellite au-dessus de la Californie et des radios captent ce signal et le rediffusent à leur tour. Mais ces radios ont leurs propres annonceurs et même leurs émissions locales. Elles émettent aussi 24 heures sur 24. Pour le moment, nous avons 1100 radios qui sont affiliées à notre banque de programmes dans tous les États-Unis. Le Japon fonctionne encore différemment. En grande majorité, les programmes ne sont pas réalisés au même endroit que celui de la diffusion. Ces sociétés de production montent des projets, les financent et les proposent à des directeurs de programmes. Très régulièrement, on mesure l'audience qui décidera de la pérennité de l'émission. L'autre particularité du paysage radiophonique nippon est l'existence de réseaux câblés radiophoniques. On peut écouter 24 heures sur 24 les Beatles, des bruits d'applaudissements, des chants d'oiseaux ou des chaînes internationales comme RFI. À quoi peut bien servir un tel concept au particulier? Tout ça pour que les Japonais trichent en expliquant à leur chère épouse qu'ils sont encore au bureau, ou alors qu'ils puissent avoir l'impression d'être à la montagne alors qu'ils travaillent durement dans les centres urbains. Dans le monde entier, la radio publique est au service de l'État. C'est lui qui fixe ses missions et qui en contrôle la ligne éditoriale. Ce qui fait la différence entre chaque pays, c'est la situation dans laquelle se trouve le service public, concurrence ou monopole. En Chine, il est sans partage. Les 900 radios qui émettent sur le territoire sont avant tout un moyen de propagande. Le personnel y est sous haute surveillance, impossible de filmer les studios. Seul le directeur des relations extérieures de Radio Pékin a été autorisé à nous lire un discours convenu. Notre objectif est de faire comprendre aux auditeurs étrangers, puisque nous émettons de plus en plus à l'extérieur du pays, l'ouverture de la Chine en mêlant l'évolution actuelle du pays avec l'histoire et la culture chinoise. La radio est un excellent moyen pour que l'étranger comprenne vite et bien les transformations de notre pays. Il n'existe actuellement pas au Maroc de texte de loi autorisant clairement l'implantation de radios. Ce flou juridique a profité à 2 pionniers, Radio FM et Média, dont l'émergence reste marginale et énigmatique. RTM, la radio d'État, n'est de ce fait plus en totale situation de monopole, mais elle remplit ses missions classiques de service public et soigne l'image du pays. La radio, ça a toujours été au service du peuple. Et puis l'objectif, c'est aussi bien donner l'image exacte de notre pays, aussi bien à l'intérieur qu'au-delà de nos frontières.
je vous dis, c'est un excellent outil, la radio. Quand il y a par exemple des campagnes de vaccination ou alors des campagnes où on conseille aux gens, parce qu'on a besoin de ça, de ne pas gaspiller l'eau, de ne pas gaspiller de l'énergie, parce qu'on en a besoin et tout ça. Bah, la radio, elle est là pour ça. Le Maroc a cette richesse linguistique assez intéressante, puisque très souvent, les Marocains sont bilingues, voire trilingues. Je ne cacherai pas qu'il y a aussi une forte proportion d'analphabètes. Ça existe dans les campagnes, et pour lesquels la radio fait beaucoup. Parce que s'il y a un média qui touche le fin fond des campagnes et le rural, c'est bien la radio. C'est jamais la télévision, ou très rarement. Plus que le Maroc, encore l'Afrique noire compte également sur la radio de proximité pour informer, voire éduquer. Radio Côte d'Ivoire est quasiment la seule à proposer un véritable programme de proximité, surtout depuis la création d'une deuxième station Fréquence 2 orientée vers les jeunes. Compte tenu du fait que nous émettons actuellement sur le programme satellite, donc elle couvre aussi toute la Côte d'Ivoire. On l'entend aussi bien à l'intérieur du pays qu'à Abidjan, mais avec un programme beaucoup plus léger de distraction. Pour nous, c'est la radio amie, pour nous, c'est la radio véritablement sociale, hein, qui doit vivre avec ses auditeurs et leurs préoccupations quotidiennes. Le paysage audio est unique en Russie, puisque depuis l'après-guerre, chaque foyer a été équipé d'une prise pour recevoir les radios nationales d'État par câble. La Russie n'offre que 3 alternatives, dont Radio 1 située dans la compagnie Ostankino, très contrôlée. Ce système a permis un contrôle total et sans relâche sur l'auditoire, tout en se montrant un redoutable moyen de propagande. Depuis quelque temps, la situation a évolué et une quinzaine de radios associatives et commerciales ont émergé sur les ondes courtes et moyennes pour répondre à un réel besoin. Ce qui est important, on pense que dans ce pays, comme la Russie, où la situation maintenant change très vite, la situation économique, il y a des compagnies qui se ruinent, il y a des problèmes chaque jour. Même des problèmes économiques d'acheter du pain, alors ça coûte, hier ça a coûté 800 roubles, maintenant c'est 1000 et quelques plus, alors ça change très vite. Et ici, il y a un fait que les gens veulent écouter la radio pour savoir ces changements, parce que leur vie dépend en quelque sorte de toutes ces informations, leur vie quotidienne. En Australie, à Sydney cette fois, la radio d'État est en situation de concurrence avec notamment l'autre chaîne d'État, ABC, mais aussi avec toutes les radios privées. Sa mission reste celle du service public avec une tâche de multiculturalisme puisque SBS émet en 70 langues à l'intention des communautés immigrées. La mission de la SBS, évidemment, de par ce qu'elle fait, est d'essayer d'unifier les immigrés en Australie, les unifier dans ce sens qu'ils pourraient participer pleinement à la société australienne tout en gardant leur identité culturelle primaire. Et nous faisons l'expérience qui, je pense, pourrait un jour amener, enfin du moins je l'espère, une petite leçon au monde en ce qui concerne des relations entre les peuples. Et c'est ça qui m'a mené à travailler à la radio SBS. Je ne crois pas que, en toute honnêteté, je pourrais travailler pour une radio commerciale ou même dans un autre cadre que la SBS. Pour moi, la radio est un instrument de politique sociale et c'est ça qui m'intéresse. Passion, solidarité, communauté, pluralisme, diversité, créativité, bénévolat, la radio associative se décline dans tous les sens. Le Canada fait figure de dinosaure dans ce domaine.
C'est là qu'elles sont réellement apparues, que les idées ont poussé avec la volonté de voir s'épanouir une solidarité mondiale et d'ouvrir ses portes au-delà des mers. Et c'est là qu'est établi le siège de la marque, l'Association mondiale des artisans des radios communautaires. À Montréal comme tel, on est considéré comme la radio la plus folle en ville, étant donné aussi que nos gens sont issus d'à peu près tous les milieux. Alors, ce qui fait que c'est une radio qui représente une mosaïque. Et là-dedans, on a des gens qui ont pris une fameuse expérience à l'antenne de CIBL et qui se retrouvent dans d'autres médias d'information. On pense à la radio, dans Radio-Canada notamment, un des principaux radiodiffuseurs. Mais on pense aussi à la presse écrite. Le plus gros quotidien de langue française au Québec utilise plusieurs journalistes qui ont fait leur classe ici même à CIBL, sans oublier la sacro-sainte télévision qui, elle aussi, a engagé plusieurs personnes qui sont passées ici à CIBL. Donc, on peut penser à CIBL aussi comme une école de formation, une pépinière pour les autres médias, mais aussi notre propre spécificité qui est l'originalité, carrément, de ce qu'on présente et d'être aux premières lignes, autant en information municipale qu'au niveau culturel. Il y a environ 500 radios associatives en France. Elles bénéficient de la meilleure législation au monde grâce au fonds de soutien qui est alimenté par les télévisions et les radios publiques ou commerciales. La loi leur autorise en plus jusqu'à 20% de publicité du chiffre d'affaires. L'État met également à leur disposition des outils comme l'EPRA, Échange Production Radiophonique, qui est une banque d'échange de programmes financée par le Fonds d'Action Sociale. En gros, on a un budget incompressible de 600 000 francs par an. Voilà. Donc ce qui serait bien, moi je ne crois pas, très honnêtement, dans l'avenir, aux radios qui auront des budgets inférieurs à 1 million de francs. Avec 1 million de francs, on peut avoir un local qui est un beau local. On n'est pas comme nous, on est hébergé par la ville dans des locaux qu'on ne peut pas modifier. Quand il faut mettre une prise de courant, c'est la croix à la bannière. Donc avoir ses propres locaux, avoir un endroit où les invités peuvent venir sans craindre pour leur véhicule ou leur sécurité, où les gens peuvent venir nous voir, Donc ça sous-entend une belle structure, des locaux. C'est surtout les locaux qui vont faire la différence au niveau du budget. Mais dans l'ensemble, je pense qu'avec une bonne radio locale qui tourne avec 2 journalistes, en gros 5 personnes, 6 personnes, mais dont au moins 4 bons professionnels, ça devient un bon outil de communication. Un vrai outil de communication, d'accord, mais pas toujours facile de s'imposer comme média quand on est une petite radio écrasée par des journaux parfois méprisants. Dès qu'il y a une exposition, un vernissage, on essaye d'être là pour montrer aux gens qu'il y a une radio qui existe à Dreux et qu'on est un média comme les autres et surtout comme la presse écrite qui est quand même un peu le monopole dans le coin. On rencontre des difficultés parce que les gens ont l'impression qu'une radio ça ne passe que de la musique. Or justement on essaye de développer le côté journalistique, information pour qu'il n'y ait pas que de la musique. Donc on a un journal local, on a aussi des émissions où on interviewe les gens localement ou nationalement en essayant de se rapprocher quand même de la vie quotidienne des gens du Drouais. Et ça, les personnes, autant pour la recherche de la publicité que pour la recherche d'information, les gens n'ont pas encore compris ça. C'est-à-dire qu'ils pensent que RTV c'est la radio et puis c'est tout, qu'il n'y a pas de journaliste. Et donc qu'il faut surtout s'adresser, pour passer les informations et pour que les gens les entendent, il faut d'abord s'adresser à la presse écrite. Ce qui est faux puisque RTV est là aussi pour passer les infos. Près de 30 radios associatives ou commerciales, 3 télévisions locales, la Martinique ne ménage pas ses efforts en termes de communication. Besoin de s'exprimer ou d'être reconnu, l'Antillais, c'est sûr, est en quête d'identité. Mais la notion de plaisir et de partage fait aussi partie des habitudes associatives. Moi, je fais de la radio parce que j'aime ça. J'ai une passion musicale qui est le hard rock et que j'aimerais faire partager un maximum d'auditeurs. Voilà, c'est simple. Campus FM permet maintenant aux animateurs en herbe de faire leurs premiers pas. Mais sa fonction première était le téléenseignement. La radio Campus FM est née il y a de cela 4 ans de la nécessité où nous sommes trouvés de faire en sorte que tous les étudiants de l'Université Antilles-Guyane qui font des lettres puissent bénéficier de nos enseignements. Or, nos étudiants sont répartis
sur la Martinique, la Guadeloupe et la Guyane. Nous sommes la seule faculté qui soit à ce point touchée de plein fouet par cet émiettement. Et l'une des manières effectivement de toucher ces étudiants, en plus par correspondance éventuellement, c'est justement la voix des ondes, la voix de la radio. En janvier 1995, s'est tenu à Dakar le 6e congrès mondial des radios libres qui a rassemblé 300 participants de 45 pays différents. Timoko Kone représentait le Mali, le premier pays d'Afrique à libérer ses ondes. La création de sa radio est l'exemple même d'une coopération positive entre le Nord et le Sud, la France et le Mali. La radio, c'est parti d'abord du congrès de la CNRL qu'il y a eu en France. Et l'association Amadé la Vie est partie et la CNRL a pris une résolution pour aider à mettre en place cette radio. Et d'autres radios nous ont signifié leur solidarité et nous ont aidés à récupérer du matériel pour monter la radio à Bamako. Bon, sur le terrain, ça a été assez difficile parce qu'au départ, nous avions un tuyau de canalisation que l'EDM avait abandonné après avoir déterré ce tuyau. Et il y a eu un ingénieur de Radio Galère qui est venu pour une semaine à Bamako avec lui. En une semaine, on a appris comment faire de la radio, on a monté la radio. À l'époque, au Mali, il n'y avait pas de législation pratiquement pour monter une radio. Il fallait d'abord faire la radio, ensuite introduire les papiers pour avoir une fréquence d'émission. Eugénie Aou a découvert la marque alors qu'elle était membre de l'Union des journalistes d'Afrique de l'Ouest. Elle en est devenue présidente en 1993 et en fin de contrat au moment du congrès. Pourquoi s'engage-t-on dans une telle aventure ? Je suis très claire, je ne pense pas qu'on autorise les gens ou qu'on permette aux gens de prendre la parole. Je pense qu'on leur donne l'information, je pense qu'on les met dans les conditions pour prendre la parole. Or, je me suis rendu compte que, à travers tous les discours, et ça c'était en Afrique déjà, que ce soit les gens qui étaient très très critiques d'une vision verticale de la communication, de l'information ou les lieux de pouvoir politique, je me suis rendu compte qu'en dépit des discours, les gens n'arrivaient pas à se départir de leur privilège de preneurs de parole et imposaient toujours leur parole aux autres. Et donc j'ai eu l'occasion au cours de ma carrière de participer à des sessions de formation où j'ai essayé d'expérimenter justement cette idée que si on arrive à comprendre culturellement le mode de communication des gens, à ce moment-là, on peut partir de leurs véritables besoins et on peut bâtir une communication qui a de sens, où l'autre également m'apprend quelque chose, où je ne suis plus le seul détenteur du savoir et de la vérité. Alors, déjà, cette notion pour moi d'implication des communautés dans la prise de parole était là. Et pour la première fois, je voyais la possibilité de le lier à un médium. Et comme pour moi, la radio est le prolongement par excellence de la tradition orale en Afrique, alors évidemment, c'était comme si le rêve que j'avais la possibilité de le réaliser. Et c'est pour ça que, disons que je ne me suis pas intéressée, j'étais déjà intéressée, mais c'était comme un passage naturel. Par-delà les différences économiques ou culturelles des pays, ces radios venues des quatre coins du globe se sont reconnues comme défendant une éthique de la communication non marchande. Jacques Sonsin représentait les radios libres de France. Tous les responsables de radio ici présents sont unis au moins sur deux questions essentielles, sur deux choses fondamentales. Une certaine conception universelle de l'être humain et la volonté de faire une radio pour servir les populations et non se servir d'elles pour faire du fric. Face à la communication marchande, pervertie par la recherche du profit, nous devons affirmer des médias de solidarité. Martin Luther King disait « Si nous n'arrivons pas à vivre ensemble, nous mourrons comme des fous. Soyons donc des radios de vivre ensemble. » Je vous remercie. They
On a pu réaliser l'importance de la radio le 30 octobre 1938. Flashback, ce jour-là sur CBS, Orson Welles faisait croire à des milliers de citoyens américains que les Martiens avaient débarqué en plein New Jersey en adaptant La guerre des mondes d'Herbert George Wells. La panique fut immédiate et tragique, la comédie abominable de réalisme. On n'a jamais filmé depuis, mais on y travaille. This is Orson Welles, ladies and gentlemen. Out of character, to assure you that the War of the Worlds has no further significance than as the holiday offering it was intended to be. The Mercury Theater's own radio version of dressing up in a sheet and jumping out of a bush and saying boo. Starting now, we couldn't soap all your windows and steal all your garden gates. By tomorrow night, so we did the best next thing. We annihilated the world before your very ears and utterly destroyed the CBS. You will be relieved, I hope, to learn that we didn't mean it, and that both institutions are still open for business. So goodbye, everybody, and remember, please, for the next day or so, the terrible lesson you learned tonight. That grinning, glowing, globular invader of your living room is an inhabitant of the pumpkin patch, and if your doorbell rings and nobody's there, that was no Martian, it's Halloween.